en direct de l'UBU pour l'UBU TV avec une candidate à l'élection municipale qui est Clotilde Ripouille que Facebook vient de reconnaître. Donc je dis oui, identifier Clotilde Ripouille. Clotilde Ripouille, candidate à la fois du renouveau et vétéran simultanément, c'est ça qui est formidable. Elle est jeune, mais elle en a déjà fait 2,5 de campagne municipale. Oui, deux comme tête de liste. Voilà. 2008-2014. Voilà. Et donc, tu rempiles. Alors, la question qui se pose, c'est où est Perpignan maintenant? Bon, tu me diras Perpignan, mais c'est pas ça que je veux que tu me dises. Je voudrais que tu me dises où tu penses que, après 6 ans de pujolisme triomphant, la ville se trouve. Dans quel état, en fait? Perpignan, c'est une ville qui a toujours eu énormément d'atouts. Ça, ces atouts, ils sont évidents pour beaucoup de monde. Quand on va ailleurs en France et qu'on dit j'habite à Perpignan, la réaction de tout le monde, et à juste titre, c'est de dire « Oh, t'as de la chance, Perpignan, c'est bien placé géographiquement, il y a un climat exceptionnel, c'est une ville de frontière avec tout ce que ça a de positif, entre la mer et la montagne. » Donc tous ces atouts-là, ils sont évidents. C'est une ville qui a un beau patrimoine, qui a des atouts agricoles, des atouts liés au solaire, à l'université, donc à certaines branches de son économie qui fonctionnent. Mais c'est une ville aussi qui aujourd'hui souffre de beaucoup de soucis, et ça se voit de façon assez directe au cœur de ville, puisque c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, puisque comme beaucoup de villes moyennes, mais de façon tout à fait exacerbée, elle a un cœur de ville qui a du mal à survivre, qui peine au niveau commercial, avec un grand nombre de commerces qui ont fermé boutique, avec certaines rues qui sont désertées, où il y a plus de commerces fermés que de commerces ouverts, et une situation qui, sans être absolument catastrophique, est périlleuse et fragile, puisqu'on est à 11-12% de vacances commerciales, un phénomène qui est dû à différents ressorts, notamment l'extension des périphéries, des grandes surfaces en périphérie, mais aussi des problèmes de circulation, de stationnement, et surtout, finalement, un centre-ville qui souffre des grandes difficultés que connaît notre ville, qui sont une croissance économique et une dynamique économique qui est tout à fait insuffisante. C'est-à-dire que malgré les atouts que j'ai pu énoncer au départ, Perpignan, c'est une ville pauvre, une ville où 30% de sa population en cœur de ville est à la CMU, où on a 70% de sa population globale qui est éligible à une habitation à loyer modéré. Ça veut dire qu'aujourd'hui à Perpignan, il n'y a que 20% de la population qui paye ses impôts en totalité. Alors c'est un chiffre qui traduit un niveau de revenu, une situation économique extrêmement détériorée. On a un chômage qui est environ de 15%, pratiquement le double maintenant de la situation nationale et de bien des départements. Dans certains quartiers, c'est un véritable fléau social. On a un chômage de masse à Perpignan, et c'est une situation qui aujourd'hui pèse de façon considérable sur notre ville et qui est tout à fait inadmissible et insupportable, compte tenu des atouts que j'ai évoqués précédemment. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu suffisamment d'action et de dynamique portée sur les aspects économiques de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu reprocherais... Alors, il y a Olivier Amiel, donc, qui est l'ancien adjoint à la ville et au logement, qui s'est fait dégager parce qu'il s'est présenté, qui dit moi je me présente aussi comme le renouveau, mais je renie pas la politique de Pujol et de Jean-Paul Albuy. Et toi qui n'étais pas adjoint et qu'on n'a pas viré, tu renies des trucs, tu renies tout, tu renies rien, tu ironises, tu fais quoi? Bon, déjà, ce que dit Olivier Amiel, je dirais que c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, aujourd'hui, je fais des constats, je fais un diagnostic pour la ville, et l'objectif, aujourd'hui, c'est de proposer aux Perpignanais
de reprendre la situation en main et de proposer une autre dynamique. Aujourd'hui, la seule chose que l'on peut dire, c'est que une ville ne peut pas continuer à vivre et à avancer et à rayonner avec une situation économique et sociale détériorée dans ces proportions-là. Il n'y a pas de raison objective pour que Perpignan continue à subir un chômage de masse et une misère de masse comme c'est le cas aujourd'hui. Alors il y a eu, l'Indépendant a fait un sondage il n'y a pas longtemps, parce que j'ai croisé des adjoints non virés qui m'ont dit que le bilan de Jean-Marc Pujol, comme dirait Georges Marchais, pour l'Union soviétique, était globalement positif. Il y a eu un sondage donc, qui disait que 75% ne voulaient pas que l'actuel maire Jean-Marc Pujol se représente et 77% voulaient qu'il change de politique. Est-ce que c'est pas un bon signe pour toi ? Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils aspirent à du changement. Oui. On peut pas, c'est ce que je disais, on peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Les gens sont dans une grande difficulté économique. Ils sont extrêmement attristés par la situation du cœur de ville. Ça, c'est une réalité. On a fait, avec Perpignan Équilibre, depuis le mois de janvier, depuis notre entrée en campagne, on a fait un questionnaire pour aller à la rencontre des Perpignanais, voir un peu quelles étaient leurs attentes, quelles étaient leurs analyses de la situation. Je ne vais pas dévoiler aujourd'hui parce qu'on n'a pas complètement clôturé notre enquête, ouais. Mais aujourd'hui à part attendre le bus, ils attendent quoi ? On a rencontré plus de 1000 Perpignanais en face à face, qui est considérable dans tous les quartiers de la ville, et au total, si on rajoute les retours via les Internet que l'on a eu, on a 2000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Ce qui est absolument notable et frappant dans la façon dont les gens nous parlent de la ville, c'est que tous parlent du cœur de ville. Une ville, quand on a une dynamique de cœur de ville et un cœur de ville qui ne fonctionne plus, c'est un signe que la ville est en train de mourir. Oui. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, on ne vient pas visiter des centres commerciaux en périphérie. Ce qui attire dans une ville, c'est son patrimoine, sa culture, sa dynamique, ses commerces, son artisanat, sa vie. Et ce qui traduit la vie d'une ville, c'est son cœur de ville, mais aussi la vie dans les quartiers et les commerces de proximité. Mais voilà, c'est pas une zone commerciale qu'on viendra visiter quand on vient dans une destination comme Perpignan. On joue à Barcelone, je joue que dans les zones commerciales. Bon, et donc, moi j'ai été frappée par la façon dont les gens font ressortir cette situation et le mettent en avant en disant que ce soit Auvernais, Porte d'Espagne ou à Las Cobas, cette attention pour le cœur de ville, les Perpignanais sont très attachés à leur cœur de ville et sont meurtris de la façon dont il a été maltraité depuis quelques années. Donc ça, c'est un phénomène important. L'autre phénomène qui est fondamental, c'est que les gens, ils ont besoin de vivre et de travailler. Or, il n'y a pas de travail et il n'y a pas suffisamment de dynamique économique. Et l'impression que l'on a, c'est que finalement, des forces vives, il y en a. Mais aujourd'hui, elles ne sont pas encouragées, elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas aidées et la collectivité ne met pas suffisamment en œuvre d'outils et de services pour accompagner ces forces vives et leur permettre de se développer. Donc aujourd'hui, des entrepreneurs à Perpignan, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont des projets, qui ont la volonté de se développer et d'amplifier les choses. Mais aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'accompagnement et de volonté pour permettre de donner une autre dynamique économique à cette ville. Alors, on a quand même, M. Pujol a fait quelque chose de bien quand même, il faut que je le défende parce que moi je pense qu'il mérite pour sa politique. Il a remis l'université au centre-ville. Comment une nouvelle maire peut se servir de l'université comme levier pour relancer le centre-ville, mieux que ce qui n'a déjà été fait? L'université, tout ce qui est facteur d'éducation, de formation, c'est un plus et c'est un énorme avantage pour notre ville. Et c'est vrai que l'université, ça fait partie de ses atouts. Une ville comme Perpignan, avoir une université, c'est extrêmement positif.
Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de l'entrepreneuriat. De la même manière qu'il y a des entrepreneurs, il faut les accompagner. L'université en centre-ville, c'est un projet qui, selon moi, n'a pas été suffisamment accompagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le seul fait d'avoir implanté une antenne de l'université en centre-ville ait modifié de façon importante la vie du centre-ville. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des facteurs importants autour qui doivent s'imbriquer avec cette politique, notamment en matière de transport, de circulation, de logement, d'accompagnement des étudiants. Il y a toute une infrastructure autour à mettre en place, un accompagnement social à faire dans les quartiers où s'est implantée l'université, et tout ça, ça n'a pas été fait. Donc c'est pas juste en posant un bâtiment au milieu d'une ville que l'on en change complètement le mode de vie et la façon de fonctionner. On est déjà à Saint-Jacques, donc on va remonter... Et puis, si on reparle de l'université, un sujet qui te tient à cœur, Nicolas, c'est l'école d'art. Oui. C'est-à-dire mettre l'université en centre-ville tout en fermant l'école d'art, c'est complètement incohérent. Donc voilà, de la même manière que on a, et c'est une très bonne chose, terminé la rénovation du musée Rigaud. Mais alors même qu'on avait terminé la rénovation du musée Rigaud, on avait fait en vitesse le centre Walter Benjamin, que l'on a fermé. C'est la médiathèque. Voilà, qui aujourd'hui est la médiathèque. Qui est pas architecturalement parce qu'on rénove la médiathèque, je crois. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'articulation des projets n'est pas pensée. Il y a un moment, si on décide qu'on va mettre le paquet et affirmer la volonté de développer une politique vis-à-vis de l'université, donc tout ce qui s'y raccroche, il n'y a aucune raison qu'on ferme l'école d'art juste avant. Si on veut faire de Perpignan une destination et qu'on porte un intérêt aux aspects muséaux, on ne ferme pas le centre d'art Walter Benjamin, que l'on a ouvert, que l'on a rénové et dans lequel on a investi quasiment 1 million d'euros. Bon, voilà, tout ça n'est pas cohérent. De la même manière que sur la politique muséale, voilà, on a un certain nombre de lieux à Perpignan et puis par exemple c'est complètement grotesque d'aller au musée Acéré, de remarquer qu'il y a un dépliant sur le musée Soulages à Rodez, mais il n'y en a pas sur le musée de Perpignan. Il y a aussi un travail à faire avec les différentes institutions, que ce soit le département et la région, de façon à créer des circuits culturels et touristiques qui soient cohérents. Un visiteur, quand il vient et qui fait les musées du département, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas en même temps celui de Céret et celui de Perpignan. Donc il faut arriver à travailler ensemble et c'est tout à fait inadmissible que ces institutions ne travaillent pas ensemble. Donc ça, c'est un changement absolument essentiel à mettre en place. Alors on était à Saint-Jacques avec l'université, on remonte plus haut à Saint-Jacques, on arrive à la place du Puitch et à des maisons semi-détruites, semi-écroulées, mi-figue, mi-raisin. Alors cet été on t'a croisé à la place du Puitch le soir. Tu étais visiteuse du soir des Gitans, comme on peut dire à l'Élysée. Où on en est de cette histoire? Quel est ton point de vue? Est-ce qu'on termine de raser gratis à la place du Puitch? Est-ce qu'on rénove? Qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, qu'est-ce qu'on arrête de faire? Donc, pendant des années, il y a eu des projets de rénovation urbaine qui auraient dû être... un projet de rénovation urbaine, c'est deux aspects. C'est la rénovation et c'est la politique sociale. L'un sans l'autre, c'est comme marcher sur une jambe. C'est compliqué. Et en général, ça devient tellement compliqué qu'on se casse la figure. C'est un peu ce qui s'est passé à Saint-Jacques. C'est-à-dire qu'on a voulu mener à marche forcée, sans aucune concertation, un projet dit de rénovation urbaine, sans aucune transparence, aucun accompagnement social, pas de concertation, au mépris des habitants. Voilà, donc à quoi on aboutit? On aboutit à une impasse, à
à une révolte populaire dans le cas de Saint-Jacques qui était relativement justifiée dans la mesure où les gens ne sont pas des pions, on ne les déplace pas comme ça au gré de telle ou telle envie. C'est nécessaire d'accompagner et de mettre en place un projet social avec les habitants. À propos de révolte populaire, on a eu il n'y a pas longtemps les Gilets jaunes dans toute la France, et ici on a aussi des ronds-points. La question, ta sensibilité par rapport à un référendum d'initiative locale. Le référendum d'initiative citoyenne était dans notre programme en 2014. Donc ma sensibilité, elle est que moi, ça ne me pose pas problème qu'on interroge une population quand on a un projet à porter et qu'on veut l'associer à ce projet. Ça me paraît même extrêmement sain. Voilà. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas de souci particulier. Et c'est vrai que depuis 2014, j'ai dénoncé un certain nombre de projets qui sont sortis comme ça de leur boîte, sans que rien n'ait été prévu. Le projet de l'université en centre-ville, en 2008, quand je me suis présentée en 2008, on avait un projet pour faire revenir une partie de l'université en cœur de ville. En 2014, ça a été remis sur la table. Jean-Marc Pujol, dans son programme, l'a placé sur la dalle Arago. Et puis tout d'un coup, comme ça, elle a atterri au milieu de Saint-Jacques. Oui, mais sur la dalle Arago, on peut aller manger, comme dirait mon ami Jordan Halimi, au Halles. C'est important. Oui, sur la dalle Arago, tu vas manger au Halles. C'est ce que m'a dit Jordan. Après, moi, Si tu viens en voiture. Peut-être, oui. Faisons un grand plan vélo, comme ça tu iras manger au Halles à vélo. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à un moment, en politique, il faut être cohérent. On fait une campagne en proposant un certain nombre un programme aux habitants. On est élu sur ce programme. Qu'on change, qu'on ait des projets nouveaux, pourquoi pas, c'est normal. La vie change, le monde évolue, on est en droit de le faire. Que pour autant on fasse fi de ce que pensent les gens, des habitants, de ceux dont on va changer l'environnement parce qu'on va mettre en place un certain nombre de choses, je trouve que les règles du jeu sont faussées. Voilà. Donc d'avoir recours à plus de transparence, plus de démocratie citoyenne et participative, moi ça me paraît nécessaire aujourd'hui. Mais ça c'est normal que Jean-Marc Pujol soit comme ça, il est Macron compatible, donc il écrase les révoltes populaires, c'est logique. Avec les gilets jaunes en même temps, c'est compliqué cette histoire. Revenons à nos moutons. Est-ce que tu es assez fofolle pour confier un budget aux citoyens, une partie du budget municipal pour un budget citoyen pour qu'ils fassent des choses par eux-mêmes, puisqu'on a déjà le référendum, ça c'est bien. Est-ce que tu es carrément, allez, tiens, tapis. C'est des questions, c'est des expérimentations qui sont faites par exemple à Paris depuis 2014, la ville de Paris, mais dans d'autres métropoles, c'est relativement à la mode. Après, je ne suis pas forcément pour les effets de mode à tout prix. Mais au-delà de la mode, il est peut-être bien. Non, mais je ne dis pas que c'est mauvais. Ouais. Là où ça peut prêter à discussion, ça dépend combien de personnes participent véritablement. Voilà. Et c'est vrai que le problème, que ce soit du reste dans les référendums d'initiative populaire citoyen ou dans la démocratie participative habituelle ou dans ces questions de budget citoyen, c'est que bien souvent, il y a très peu de gens finalement qui participent. Donc il faut voir. Ou c'est toujours les mêmes. Voilà, ou c'est toujours les mêmes, ou c'est toujours les plus impliqués. Donc, sur le principe, j'ai rien contre. Bien évidemment, ça me paraît être des objets intéressants. Dans la réalisation, pour l'avoir suivi dans d'autres villes comme Paris, où pourtant on a une population relativement habituée à être sollicitée à participer, je suis un peu dubitative des fois sur le nombre de personnes qui décident voilà. Après, je trouve que on peut mettre en place des instances représentatives différentes. Voilà, il y a ce qu'on appelle les conseils citoyens. Moi, pour avoir rencontré par exemple le conseil citoyen du Bas-Vernay, qui fonctionne très bien, avec des gens très impliqués dans leur quartier, voilà, c'est typiquement le type d'instance qui est obligatoire dans le cadre de la politique de la ville et qui bien souvent est démuni par rapport aux moyens qui leur sont affectés.
Alors que des conseils citoyens comme ça bénéficient d'un budget citoyen qu'ils auront la possibilité d'utiliser pour des projets, ça me paraît intéressant. Mais voilà, ça passe par ce type d'instance intermédiaire plutôt que de mettre une boîte à idées où tout un chacun peut voter, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière, ça peut être un peu plus intéressant. Je pense qu'il y a des choses à creuser, mais qu'il faut bien réfléchir à la façon à ce que ça soit véritablement... C'est le paramétrage et le crime voilà. qui fera que le grain sera à la bonne taille. Alors, il y a toujours... On est à Perpignan, bon ça je le répète, mais des fois que les gens ne se rendent pas compte. Oui. On est passé du Languedoc-Roussillon à l'Occitanie. Dans les épisodes précédents, Perpignan avait Montpellier pour capitale, dans le cadre de la métropole d'équilibre, mais c'était plutôt Montpellier, le désert languedoc-roussillonnais. On vient de passer à Toulouse, capitale de l'Occitanie. Comment faire pour ne pas être le bout du territoire et donc une ville oubliée par la capitale qui s'auto-nourrirait? Comment faire pour avoir une caisse de résonance à la capitale? Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la politique culturelle, des musées, du fait d'être une destination touristique. Il faut absolument travailler avec toutes les collectivités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y ait une stratégie qui soit faite en coordination avec celle du département et celle de la région. Pas suffisamment dans beaucoup de domaines. Je vais citer un exemple. Là, en ce moment, on a énormément de voix qui s'élèvent, mais pas suffisamment, sur la suppression du train de fret qui relie Perpignan à Rungis. On se demande ce que font les politiques en place, concrètement. Ils soutiennent. Oui, ils soutiennent, mais il y a un moment, on aimerait bien que le soutien ait un impact concret. Tu voudrais que Jean-Marc Pujol prenne le train, pas de fret, mais assez frais, pour aller à Paris et se battre auprès de Guillaume Pépi. C'est un problème à la fois essentiel pour différentes raisons. D'une part, parce que ça fait des lustres qu'on nous parle de l'intérêt du ferroutage par rapport à la route. Oui, oui. On est dans une position où on est submergé par les camions, avec tous les effets négatifs que c'est. On a un marché, le marché Saint-Charles, qui est quelque chose qui économiquement est essentiel. Donc c'est aussi une façon d'attirer l'attention sur cette plateforme économique qui est quand même le premier marché privé de France, puisque Rungis c'est public et nous dans ce domaine des fruits et légumes ça met en valeur aussi ce que représente notre département et notre ville. Et aujourd'hui on en est toujours à se dire que le 14 juillet ça se termine, il n'y a pas de solution. Donc voilà, donc il faut absolument qu'on sorte de cette espèce d'impression que il n'y a rien à faire, de fatalité, et je pense que ça sera possible à partir du moment où on mettra en congruence l'ensemble des collectivités, la ville, le département, la région. De la même manière qu'ils arrivent tous à participer au match où l'USAP gagne pour passer en top 14, eh bien je suis désolée, ils doivent tous arriver à obtenir de la SNCF, des pouvoirs publics, des importateurs, exportateurs, de toutes les parties en présence, que ce train continue à fonctionner et se maintienne. Alors, est-ce que, fut un temps, Perpignan avait un bureau à Barcelone et une représentation. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'avoir à nouveau une représentation à Barcelone et aussi une représentation à Toulouse pour être complet et pour vraiment s'impliquer en tant que point d'inflexion dans l'axe Toulouse-Barcelone? Ce qui est évident, c'est que la position transfrontalière de Perpignan, ça doit devenir un atout, et aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. Voilà, là, on n'est que le bout du monde pour le moment. Donc ça, c'est incompréhensible quand on a une région comme la Catalogne, qui est avec la prospérité, qui est quand même la région la plus riche d'Espagne, et il n'est pas normal que l'on n'arrive pas à mettre en place des partenariats pour différentes raisons. D'une part, parce qu'au niveau européen,
Il y a possibilité de créer des projets qui puissent drainer du financement européen. Donc ça, c'est une chance, c'est une opportunité. On sait que l'argent public devient de plus en plus rare, mais on sait qu'au niveau européen, on a encore de l'argent public et il y a la possibilité d'avoir des projets. Donc ça, c'est le premier point. L'université en a d'ailleurs bénéficié, mais il y a plein de domaines qui peuvent en tirer profit, comme par exemple le domaine culturel, touristique. Voilà. Deuxième point. Ouais. On a, alors, Barcelone, pourquoi pas, mais Gérone, par exemple, Oui. qui, en termes de taille, de proximité, est vraiment tout à côté. Il y a une université qui travaille avec l'université de Perpignan. C'est partie du réseau des universités de parler catalan, l'Institut Joan Luis Vives. Donc voilà. Une vingtaine d'universités dans tous les pays catalans. Donc il y a Gérone, il y a Figueres. Sur plein d'axes, il y a des possibilités. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter de passer du folklorique, du superficiel et rentrer dans le concret. Et c'est vrai que concrètement, les actions à mettre en place, il y en a plein. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de volonté politique dans ce domaine-là non plus. Et je pense que c'est une erreur parce que véritablement, il y a une possibilité de se développer qui est sans commune mesure avec ce qu'on pourrait faire avec des points beaucoup plus éloignés sur le territoire. Alors il a été signé via des accords avec l'Allemagne il n'y a pas longtemps de faire un eurodistrict, une eurorégion entre Strasbourg. Et pourquoi ici ça n'a pas été proposé? Un autre exemple, je crois qu'il y a plus. Enfin, si on analyse le nombre de travailleurs transfrontaliers sur tout le territoire national. Surtout des frontières, voilà. Quoi. Ça dépasse de largement les 10 000 travailleurs, que ce soit la frontière italienne, suisse, luxembourgeoise, belge, etc. Nous, on est à 1 millier, 1300. C'est absolument ridicule. Voilà. Et alors, on vous dit, ah oui, mais parce qu'ici c'est comme ça. Non, c'est pas parce qu'ici c'est comme ça. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune raison valable et objective. Ah si, enfin, il y en a plein. Oui. Mais c'est parce que les transports sont pas prévus pour. Mais pourquoi les transports sont pas prévus pour? Parce qu'il n'y a pas la volonté politique. C'est parce que au niveau linguistique, il n'y a pas ce qu'il faut. Parce que apprendre le catalan à Perpignan, je suis bien placée pour le savoir, ça reste beaucoup trop compliqué. Il faut être volontaire. Voilà, et volontaire. Non, mais parce que tout le monde parle catalan, on n'a pas à l'apprendre, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça, voilà. Il y a plein d'obstacles qui pourraient être dépassés, oui, parce que c'est pas sans difficulté majeure, mais aujourd'hui, il n'y a pas de volonté effective. Alors que il y a... Je vais redonner un exemple, parce que des fois, c'est plus parlant d'avoir un exemple, mais... Aujourd'hui, un enfant qui veut, par exemple, aller suivre des études de kiné ou d'autres domaines médicaux en Catalogne, il y va. Il apprendra le catalan, voilà. Mais on pourrait aussi se poser la question de comment accueillir plus de... Comment accueillir plus de Catalans ici pour des études. C'est-à-dire que ce qui fonctionne dans un sens pourrait très bien fonctionner dans l'autre. Il y a c'est moins cher de faire des études universitaires à Perpignan dans certains domaines qu'à Barcelone, par exemple. Oui. De la même manière que c'est moins cher de venir à l'opéra, au théâtre de l'Archipel, que d'aller à Barcelone. Alors on me dira, c'est pas la même chose, ceci. J'entends tout ce qu'on veut. N'empêche que un bon spectacle au théâtre de l'Archipel, c'est aussi très agréable. Donc il y a des échanges comme ça. Oui, parce que le prix du lycée, ou je sais pas, si tu vas à l'opéra Barcelone de temps en temps, voilà, sans compter l'hôtel qu'il faut payer après, le prix du déplacement, etc. Donc le calcul, il peut être vite fait. Et c'est vrai qu'il y a des opportunités offertes par le théâtre de l'Archipel. Donc il y a tout un tas de synergies qui pourraient être trouvées. Encore faut-il débloquer un certain nombre de verrous et aujourd'hui ils sont pas suffisamment développés. Alors on a une espèce de méconnaissance aussi de ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, quand je dis je pense pas à moi parce que justement je suis ça de près, mais il n'y a aucun miroir informatif
offert. Après, tu me diras, les gens sont peut-être pas des feignants, ils pourraient s'informer de ce qui se passe en Catalogne, et je parle pas que du phénomène de l'indépendance, pardon, comment on y vit, qu'est-ce qui s'y passe, quelle société, etc. C'est agréable. Et avoir des habitudes en Catalogne, avoir ses habitudes en Catalogne. Donc, par exemple, moi j'ai mes habitudes en Catalogne. À Gérone, j'aime bien manger au bistrot, aller voir tel musée, à Palamos, aller au yacht club pour manger. Enfin, voilà, je vais donner tous mes plans. Oui, et à l'inverse. Mais il y a beaucoup de Perpignanais qui ont l'habitude de traverser la frontière pour y faire du tourisme, pour y pour y faire leurs courses, pour plein de choses. Mais ce qui est par contre une évidence, c'est qu'on n'a pas conscience des atouts et on n'est pas suffisamment fier de ce qu'on est capable de proposer et d'imaginer que ça puisse avoir un attrait pour les autres. Or, je suis désolée, le dépaysement, il fonctionne dans un sens, mais il fonctionne dans l'autre aussi. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Et puis, un touriste qui vient visiter des sites historiques, romans ou des églises baroques, etc. Quand il vient de loin, la Catalogne, pour lui, elle ne s'arrête pas à la frontière pyrénéenne. Il pourrait très bien avoir un circuit qui intègre la Catalogne du Nord. Des musées anthropologiques qui partiraient de Limoux avec le musée. Moi, j'ai été étonnée quand même. Qu'on me dise mais vous êtes de Perpignan à Barcelone, vous parlez catalan, comme si c'était une incongruité, ce qui montre bien que il n'y a pas de vision de cette partie-là du territoire dans le sud. Donc il y a un travail pédagogique de communication. J'aimerais bien savoir quelle est la dernière campagne de communication qu'on ait pu faire en Catalogne du Sud. On s'est beaucoup plaint l'an dernier des bus gratuits que affrêtait la mairie de Figueres, je crois, pour faire venir. Voilà. Il suffisait de faire un partenariat et les remplir dans l'autre sens quand ils revenaient. Voilà. Après tout, un transporteur, il aime bien transporter à plein des deux côtés. Donc voilà, le bus n'est pas obligé de stationner. Donc l'idée d'échange, c'est ça, c'est d'échanger et d'aller trouver une curiosité ailleurs. Mais encore faut-il avoir des capacités d'accueil, avoir un tourisme et un commerce qui soit adapté. Alors, il y a un sujet qui t'intéresse autant que moi, parce qu'on a des habitudes culturelles et intellectuelles. Donc, une politique de culture, là où on en est, d'après toi, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon, et jusqu'où on pourrait aller? Moi, je vais donner les chiffres. La ville de Strasbourg, c'est 25% de son budget à la culture. Voilà. Aujourd'hui, à Perpignan, la politique culturelle, c'est comme une peau de chagrin. Elle n'a fait que se réduire depuis 10 ans. Je l'avais dit avant d'être mis en place par Jean-Paul Albu. Il avait dit à l'ami Joan Lopez, avant qu'Albu le mette en place, pour assainir les comptes de la ville, dès que je serai maire. Sauf que c'est un mauvais calcul. Sauf que c'est un mauvais calcul parce que primo, la culture, c'est l'éducation, donc ça élève l'individu, mais aussi c'est un tourisme qualitatif, c'est un rayonnement de la ville, c'est plein d'avantages. Aujourd'hui, la culture en France rapporte plus que l'automobile. Voilà, il faut vraiment en avoir conscience. Donc la culture, pour une ville comme Perpignan, qui n'est pas une ville industrielle, c'est un outil de développement absolument incontournable. Voilà. Donc la culture, après, c'est au sens large. Alors, parce que ce qu'on nous a vendu jusqu'à présent, c'est de nous que ça coûte cher, puis que ça rapporte pas directement. Si on reprend une comparaison là, avec la ville de Gérone, quand on regarde le programme culturel de la ville de Gérone, il est dense absolument toute l'année. Il y a sans arrêt dans l'année des événements culturels. Aujourd'hui, la culture, quand il y a des événements à Perpignan, des événements culturels, ça draine du monde, ça fait travailler les commerces, ça fait travailler... Voilà, Visa pour l'image en est un bon exemple, mais ça va être la San Juan bientôt, ça peut être tout un tas de spectacles, de festivals, d'animations,
c'est dans beaucoup de domaines différents. Mais l'école d'art, c'est aussi ça, c'est de la culture. Les pôles muséaux, voilà, dans plein de domaines différents, une politique culturelle, c'est une politique qui permet à la ville de s'enrichir de façon matérielle et immatérielle. Alors, on a parlé de la Sainte-Jeanne, on pense aussi à la Sainte-Jordi. Est-ce qu'on peut faire une autre politique catalane, et là je ne parle pas de transfrontalier, je parle de politique catalane, autre qu'une politique folklorique? Est-ce qu'on peut parler d'aider à ce que des gens créent en catalan, que ce soit en chanson ou alors en littérature par exemple? On a 2 auteurs, 3 si on compte ce feignant d'Alèche Ranier, qui d'ailleurs vit plutôt maintenant à Barcelone, mais on a Jean-Daniel Bezonoff, on a Joan Luis. Est-ce qu'on ne devrait pas pousser au travers des écoles catalanes, mais pas que, à ce qu'il y ait plus de création culturelle en catalan, en chansons, etc. Et que le catalan soit pas une politesse, mais quelque chose de normal? Je pense que déjà il y a un problème de racines et d'histoire de la ville. Oui, oui. Parce que toi, Ripouille, t'es catalane. Met en place une réflexion sur la ville. Un des monuments les plus visités à Perpignan, c'est le Palais des Rois de Majorque. Mais après, ça reste complexe pour le touriste, mais même pour le Perpignanais, de comprendre comment ce palais, ces rois, palais catalan entouré d'une forteresse française, s'intègre dans la ville et dans son histoire. Le monument emblématique de Perpignan, c'est le Castillet. Bon. Et pour autant, comment les Perpignanais, enfin, qu'est-ce que les Perpignanais, comment ils l'intègrent dans leur histoire? On a défendu il y a peu de temps le site de Château-Roussillon. Oui. Non. Donc avec le musée Russino. Musée Russino qui n'a jamais ouvert. On parlait des incohérences et du pôle muséal et de la façon dont ce pôle était géré. C'est-à-dire, avant de créer le centre Walter Benjamin, peut-être que le budget qu'on a mis dans ce centre qui finalement n'a pas abouti. Moi, j'avais voté contre en conseil municipal, donc je suis très relaxe par rapport à ça. J'avais voté contre, pas que j'ai quelque chose contre les centres d'art contemporain, mais que c'est des projets très très particuliers et que si on n'a pas une vision, une politique muséale bien construite, c'est dur de le faire vivre, surtout quand on ferme l'école d'art en plus. Oui. Donc, c'est complètement incohérent. Tu fais une usine de fromage et tu tues les vaches. C'est ça. On peut faire du fromage de chèvre et de brebis, mais là, on a l'ensemble de cheptel a été décimé. Donc voilà. Et le musée Russino, ça parle des racines de la ville. Il n'y a rien qui met tout ça en lien. Il y avait un musée à la Casa Peyral. Sur les arts et traditions catalanes. Voilà. Mais donc, on est dans quelque chose qui ne prend plus sens dans sa globalité et dans son histoire. Donc, je ne réponds pas tout à fait à ta question, mais ce que je veux dire par là, pour y répondre quand même, c'est que globalement, on est en train de réfléchir à ce qu'on va proposer aux Perpignanais. Et on n'est pas encore... Oui, avoir une vision d'ensemble plutôt qu'au détail. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment où, si on ne redonne pas un cadre général, si on ne reprécise pas une vision pour la ville, comment elle s'intègre dans une perspective historique, comment cette ville... Pourquoi est-ce que c'est
pourquoi est-ce que le catalan fait partie de ses racines? C'est parce qu'aussi c'est une ville qui est une ville de frontières et qui a été par vagues, les gens sont passés d'un côté, de l'autre, etc., etc. Tout ceci s'est quand même arrêté avec le franquisme en Espagne, qui a mis une chape sur une partie du territoire, une partie jumelle. Bon, donc, mais toute cette histoire-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu une vision historique d'ensemble et que ça manque. C'est vrai qu'on a coutume de dire que l'histoire, c'est un peu les racines et la façon dont on construit l'avenir, mais je pense que c'est très vrai, et particulièrement vrai dans un département comme celui-ci, qui a une histoire très particulière, très forte, et qui, je pense, gagnerait et ferait sens à être éclairé et à donner des clés de compréhension pour l'avenir. Est-ce que tu crois au catalan comme une langue non folklorique, c'est-à-dire une langue d'usage, mais comme toi et moi là on parle français. J'y crois d'autant plus que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple beaucoup de jeunes Perpignanais vont faire des études en Catalogne et ils s'y mettent ipso facto. Voilà. Donc c'est pour moi toutes les langues sont une richesse supplémentaire. Si j'ai pris le temps de l'apprendre pour au moins bien le comprendre, c'est parce que je trouve qu'on s'enrichit, on comprend mieux la culture d'un pays. Donc si on peut être très rapidement bilingue, trilingue, ça ne peut être qu'un atout pour une population de savoir parler plusieurs langues. Alors, on a été élégant jusqu'à présent, mais on est obligé de faire un peu dans le vulgaire, puisqu'on va parler de Romain Gros. On va parler de Romain Gros et le bruit qui court. En tout cas, ça ferait tellement plaisir à Jean-Paul Alduy que tu te maries à Romain pour que vous triomphiez, vous le camp du bien, face au mal. Donc le mal incarné, comme l'ongle incarné qui est Louis Alliot. Alors, je n'ai pas saisi la transition avec l'ongle incarné, mais... non, tout ce qui est incarné, c'est le mal, et c'est douloureux un ongle incarné. Donc, Louis Alliot qui est... C'est quoi ta question en fait, c'est, est-ce que tu te sens obligé de faire alliance à un moment donné à Romain Gros pour pouvoir affronter à main nue le Dark Vador d'ici, Louis Alliot? Alors... Ou tu penses que toi, toute seule, c'est suffisant? Ou Romain, c'est courir avec une enclume? Bon, d'abord, je voudrais repréciser un certain nombre de choses à la date d'aujourd'hui. Tu es marié comme Mia Wallace à Marcellus Wallace, à savoir Jérôme Ripouille. Oui, non, mais ça, il y a ma vie privée d'un côté et la vie politique de l'autre. Mais aujourd'hui, il y a des candidats. Oui. Moi, je suis candidate pour les élections municipales de 2020. Et puis, il y a des candidats à des investitures pour des partis politiques. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis candidate sans étiquette. Voilà. Voilà, sur une... je mènerai une liste. T'as pas changé de je nom. mènerai une liste de rassemblement de personnes... Ça, tu le sais après si c'est une liste de rassemblement en fait. Non, je ne le sais pas après parce que c'est déjà le cas. Parce que Louis Alliot dit qu'il va mener une liste de rassemblement. Non, mais... Jean-Marc Pujol dit qu'il est le candidat du rassemblement. Louis Alliot après, il peut faire semblant de ne pas avoir d'étiquette, il peut faire semblant de... Voilà, Louis Alliot, c'est un candidat d'un parti qui aujourd'hui est un des plus gros partis de France, le Rassemblement National. Et si jamais Louis Alliot gagne la ville de Perpignan, dès le lendemain, Marine Le Pen, sur tous les plateaux de télévision, ira expliquer que le Front National a gagné une ville de plus de... Le Rassemblement National a gagné une ville de plus de 100 000 habitants et que ça veut dire qu'ils sont en capacité de pouvoir remporter la prochaine présidentielle. Voilà, donc il y a un moment, on peut raconter n'importe quoi, que Louis Alliot n'a pas d'étiquette, qu'il n'est pas vraiment au Rassemblement National, mais il l'est quand même, etc., etc. Ça ne trompe personne, voilà. Et je pense que du reste, il s'en cache pas vraiment non plus. Oui. Voilà. Donc là, de ce côté-là, l'histoire est assez claire. Il a une investiture, il sera candidat à Perpignan pour le Rassemblement National, qui mette la flamme bleu blanc rouge sur son affiche ou pas. Tout le monde sait très bien qui est Louis Alliot. D'accord.
Romain Gros, parle-nous de Romain. Romain Gros, aujourd'hui, est candidat à une investiture La République En Marche. Que je sache, les investitures de La République En Marche n'ont toujours pas été données. Il y avait un article dans Le Parisien ce matin où ils commençaient à expliquer comment ils allaient faire puisque la commission d'investiture de La République En Marche vient d'être mise en place dernièrement. Voilà, donc on va attendre de savoir si Romain Gros et la stratégie de La République En Marche est d'avoir un candidat en la personne de Romain Gros. Ça pourrait être Jean-Marc Pujol puisqu'il est Macron compatible. Mais je n'en sais rien. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'il y a 2 jours, Jean-Marc Pujol était sur France Bleu Roussillon où il nous expliquait que il était en tant que maire Agir ou enfin le groupe des maires qui alors, ont. Il y a Agir et les France Audacieuse. France Audacieuse. Alors je me trompe peut-être. Donc en tant que maire avec Estrosi, Moudinque et d'autres, ils avaient signé un accord avec le Premier ministre et que donc dans ce cadre-là, il était susceptible aussi d'avoir une investiture La République En Marche couplée avec celle des Républicains. Donc on voit bien qu'ici, on a des stratégies et des volontés qui n'ont rien à voir avec ce que je développe comme ambition pour Perpignan. Donc tu nous dis que dans l'immédiat, là, s'il n'y a pas d'urgence. Moi aujourd'hui, ce que je dis, c'est que moi, je suis une candidate qui ne dépend d'aucun parti national, qui a un parcours uniquement perpignanais. Je ne me suis pas présentée à toutes les élections intermédiaires depuis 2014 pour essayer d'avoir un mandat. Je ne suis pas une professionnelle de la politique qui ait besoin d'aller chercher une indemnité de député, de conseiller départemental, etc. pour avoir une action politique. J'ai une action politique à titre individuel personnel avec une association qui s'appelle Perpignan Équilibre. Je ne dépends pas d'une indemnité politique pour vivre et pour travailler et j'ai des convictions et je les développe pour la ville, c'est ce que je t'ai expliqué précédemment et je continuerai à les développer en faisant une liste sans étiquette que je mènerai avec des personnes avec lesquelles je travaille depuis longtemps, d'autres plus récemment, d'autres qui me rejoignent et qui me rejoindront encore plus tard, et qui sont de sensibilités politiques diverses, voilà, mais qui ont un point commun, c'est qu'on élabore ensemble un projet pour Perpignan qui est attaché à un certain nombre de valeurs. On veut mettre en place un nouveau pacte pour cette ville, un pacte qui soit plus juste, plus équilibré, qui lui permette d'être plus rayonnante pour l'avenir. C'est ce que j'ai annoncé au mois de janvier, que je continue à faire. Alors, il y a un calendrier... Alors, avant de parler de cette histoire de calendrier, où les candidats, parce que tous disent, à part Olivier Amiel qui dit qu'il a des idées pour la ville et qui donne des trucs précis, la question c'est, là on a eu les européennes, même s'ils sont arrivés 3e, j'ai entendu résonner cette vieille chanson que j'entendais à Geoffroy Guichard, à savoir qui c'est les plus forts, évidemment c'est les Verts, parce que Yannick Jadot toujours plus haut. Et donc fort de ça, il se pourrait bien que Baba Agnès Langevin, vice-présidente de la région, soutenue par Mme Delga, socialiste, en disant aux socialistes d'ici, vous la moulez parce que vous n'avez pas fait des flammes et vous faites ce que je vous dis, sinon vous n'aurez pas mon soutien pour les prochaines législatives, machin, enfin, se présente aussi en rassembleuse de tous ceux qui aiment les épis de blé. Est-ce que ça sera concurrentiel ou tu es un peu à part? Parce qu'on n'a pas parlé finalement d'environnement, mais je suis sûr que tu n'es pas pour le diesel. Non. Alors, d'une part, je pense qu'il faut éviter de transférer les résultats d'une élection européenne à des municipales. Oui, il faut le dire à Jean Codoniès, parce que... Je l'ai vécu. Oui. En 2009. Ouais. Je te rappelle qu'il y a eu une élection partielle et qu'à l'époque, les Verts avaient fait 16%. Pour autant, la liste menée par Jean Codoniès avait fait 13%, soutenue par le MoDem, les Verts. Donc ce que je veux dire, c'est que la politique, primo, c'est pas des mathématiques, secondo, une élection européenne, ce n'est pas une élection municipale. Ça n'a pas la même signification pour les gens. C'est-à-dire qu'on vote aux européennes, on lance des signaux, soit vis-à-vis du gouvernement, soit des signaux très généraux vis-à-vis d'une institution, l'Europe, qui est censée réglementer tout un tas de problèmes. Donc que les Verts fassent un bon score aux européennes, ça traduit, enfin, pour moi, juste, enfin, ce qui est
pas minime, mais qui est en même temps, qu'il ne faut pas forcément, il ne faut pas en faire une conséquence ou en déduire tout un tas de choses, mais ça traduit juste le fait que il y a un attachement, une volonté de la part de plus en plus de monde d'avoir une politique volontariste en matière d'écologie. Voilà, c'est-à-dire que les gens ont pris conscience qu'on avait une problématique écologique mondiale. Voilà, c'est important, mais c'est pas pour autant qu'ils pensent que le parti EELV, qui a eu en plus des stratégies des plus des fois complexes, on va dire, voilà, pour être tout ça. soit ce qui soutenait, c'est-à-dire que c'est juste que si on voulait lancer un signal écologiste à cette campagne des européennes, on prenait l'original, celui qui faisait le plus vert de tous, et on votait EELV. Maintenant, les municipales, c'est différent. D'une part, le taux de participation est plus important, donc le corps électoral est plus important. Les gens votent pour leur quotidien, pour une personnalité. Hein. Aujourd'hui, qui c'est qui connaît les adjoints de Gérard Collomb ? Moi, titre personnel, non. Mais à Bordeaux, c'est le premier adjoint qui a pris la succession d'Alain Juppé. Personne ne le connaît aujourd'hui et il va falloir sûrement du temps. Peut-être qu'à Bordeaux, ils sont connus en même temps. À Perpignan, qu'on ne les connaisse pas. Non, mais normal, bien souvent, vous vous promenez dans la rue et demandez le nom des adjoints. Déjà, quand on demande qui est le maire, on dit Jean-Paul Alduy. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une élection très particulière, l'élection municipale. Il y a quand même une dimension de proximité et une dimension de personnalité qui entre en jeu, qui est non négligeable. C'est bien ou c'est pas bien, on peut le regretter, mais c'est une réalité, donc on ne peut pas faire abstraction de ça. Alors, tu n'es pas verte, parce que les verts c'est bon pour les goujats, comme disait La Fontaine. La question c'est, toi maire de Perpignan, une ville, est-ce qu'elle a une dimension pour commencer à appliquer plus de mise en place environnementale, transition écologique, patin, couffin. Perpignan, c'est une ville agricole. Ouais. C'est une ville où, par exemple, les jardins Saint-Jacques ont été préservés. On peut reconnaître ça à Jean-Paul Alduy dans sa politique, par exemple. C'est qu'il a gelé la zone verte des jardins Saint-Jacques. Et c'est bien que ça le reste. Après, l'agriculture aujourd'hui, qui n'est pas une agriculture verte ou raisonnée, c'est absurde. On sait très bien que l'agriculture qui réussit, qui est bonne pour la santé, c'est une agriculture écologique. Donc la question se pose même pas. Après, on avait déjà en 2014 dans notre programme le fait d'avoir des cantines bio, d'être un maximum, mais je dirais c'est du bio, c'est du local. Il faut avoir, on est dans une nécessité d'avoir une production locale et de faire travailler localement les producteurs. Après, pour dépasser ça, on a quand même un problème ici à Perpignan. En 2008, quand j'ai été élue, j'avais proposé 2 choses qui ont été refusées par la ville. La première, c'était, à l'époque, je voulais qu'il y ait un dimanche par mois, la ville, du moins le cœur de ville réservé aux cyclistes, vélos, piétons, etc. Tu faisais ton Anne Hidalgo comme ça se faisait à l'époque à Paris, mais pas à l'époque d'Hidalgo, à l'époque de Noé. Voilà, et ça a été refusé. J'aurais trouvé que c'était quelque chose de formidable. Moi, j'avais des enfants petits encore à l'époque. Ils ont grandi, voilà. On se mangeait de la soupe. Et on ne pouvait pas apprendre à 3 enfants à faire du vélo parce que c'était pas possible, il n'y avait pas d'espace en même temps. Enfin, c'était compliqué. Enfin, si, on peut apprendre à faire du vélo, mais pas longtemps. Le temps de survie n'est pas évident. C'est ça. Donc voilà. Donc il y a plein de choses à faire dans la dimension écologique, mais après il y a des choses beaucoup plus fondamentales et importantes, comme tout ce qui est rénovation thermique des bâtiments. On sait que le logement, c'est un des coûts importants pour beaucoup de gens, notamment dans tout le secteur social de Perpignan. Et là, ça crée l'emploi, du travail pour les entreprises de BTP, et c'est un sujet qui a souvent été abordé, mais jamais concrétisé. Alors, on est plus
à la fin qu'au début de cette interview, qui est marathonesque, si j'ose dire. Mais justement, ma théorie, c'est qu'il faut faire long pour épuiser le discours du politique, pour qu'il dise enfin ce qu'il a au fond des tripes. Je sais pas si on t'a assez épuisé pour quand tu... Fais attention, j'ai déjà fait un marathon, Nicolas. Voilà, donc les sujets qu'il est abordés. Alors, la question, t'es pas la pire des candidates, mais pourquoi tu serais la meilleure? Pourquoi je serais la meilleure? Parce que d'abord... J'étais, alors attention, t'as dit j'étais. Pourquoi je suis? Non, pourquoi je serais la meilleure? Voilà. Parce que je pense que Perpignan aujourd'hui aspire au renouveau. Ça, d'accord. Voilà. Oui. Mais encore, ma bonne dame. C'est déjà un bon argument. Oui, tu veux dire que même les vieux, ils en ont marre de voir un maire qui passera pas l'été s'il fait trop chaud. Je pense que la ville aspire à avoir une méthode de gouvernance différente. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai pu démontrer par ma persévérance dans les actions que j'ai faites, par ma capacité à travailler avec des gens d'horizons différents. On a mis en place, on parlait de l'action sur Château-Roussillon, on a réussi à réunir autour de la table des associations. Château-Roussillon, on rappelle qu'ils voulaient faire une espèce de parc à thème dans un lieu et donc, archéologique. On a réussi à travailler avec les riverains, avec les agriculteurs, avec les associations de patrimoine, d'histoire, des gens d'horizons et d'attachements très différents. Moi, j'ai démontré ma capacité depuis longtemps, ma capacité à dialoguer avec tout le monde sans être dans l'ostracisme, sans être dans l'incapacité que ont certains aujourd'hui à nouer des liens qui pourtant seraient essentiels pour l'avenir de la ville. On parlait tout à l'heure de la région, du département et des différentes collectivités. Si on veut à un moment donné sortir cette ville du marasme, il faut le faire avec toutes les parties prenantes. Et aujourd'hui, je pense que, pourquoi je serais la meilleure? Parce que je pense être en capacité de pouvoir justement fédérer ces collectivités, parce que déjà de ne pas avoir d'étiquette, de ne pas être dans un rapport de force par rapport à des partis nationaux, par rapport à des ambitions sur l'élection d'après. Tout le monde peut être très tranquille avec moi. Quand je serai maire de Perpignan, je me consacrerai uniquement à la ville et je ne vais pas être en train de réfléchir à l'élection d'après que je peux gagner. Et donc ça me permettra très tranquillement de pouvoir travailler avec l'ensemble des collectivités qui font vivre ce territoire et qui sont nécessaires pour bâtir une stratégie différente. Alors, t'es pas clivante. Je t'ai connue à l'UDF, il y a très longtemps. Droite, gauche, pour toi, ça veut dire quelque chose ou tu es nouveau monde et tu t'en fous tant qu'on prend le pouvoir? Ou est-ce que la manière d'administrer quoi que ce soit une collectivité territoriale ou un pays, il y a une grille d'analyse qui est quand même pas pareille? Moi, je suis centriste. Oui. Donc, ça veut dire quelque chose pour moi, même si le centre aujourd'hui... Oui, mais ça serait bien que ce qui est clair pour toi, tu l'expliques aux autres. Parce que les gens n'ont pas forcément... Être centriste, c'est avoir une volonté d'équilibre entre une dimension libérale, c'est-à-dire que je suis pour une libre administration de chacun, c'est-à-dire la capacité à entreprendre, la capacité à monter des projets. Moi, je ne suis pas pour une vision étatisée systématiquement de tout. Tu n'es pas pour le gosse plan. Voilà, mais par contre, je suis attachée à avoir une politique sociale, à avoir une politique éducative forte, parce que ça me paraît absolument nécessaire et que tout le monde... La théorie du ruissellement, c'est pas mon truc. C'est-à-dire, voilà, moi je suis persuadée... non plus d'ailleurs, je suis malheureusement... je suis intimement convaincue que dans la vie, tout le monde n'a pas les mêmes chances dès le départ et que il y a un moment... Je ne crois pas qu'un boiteux peut courir voilà. aussi. Alors pour reprendre, moi quand j'ai passé l'agrégation, j'ai eu un sujet qui était en rapport avec la théorie de la justice de Rawls. Ouais. Et voilà, c'est pas la voiture. Voilà, hein, c'est un économiste qui me paraît important parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit justement que si on veut à un moment donné éviter de sombrer dans des inégalités trop importantes qui finissent par peser sur tout le monde, eh bien
il faut être capable de donner plus à ceux qui ont plus d'handicap, plus de difficultés ou moins de chances dans la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît nécessaire dans la société pour arriver à un développement harmonieux. Bon, donc voilà pour le petit aparté sur le centrisme. Mais revenons, donc la question c'était gauche-droite. Voilà. Est-ce que c'est toujours donc existant je pense que ça reste encore une grille d'analyse qui est ancrée dans beaucoup de personnes, voilà, même si les idéologies sont moins fortes, chacun se rattache par son histoire, ses convictions, etc., à un bord ou à un autre politiquement. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une ville où finalement, alors que la ville est à droite depuis 40 ans, je ne peux pas dire qu'il y a une politique de droite. D'accord. Une politique de droite, ça serait quoi? Ça serait une politique où on ne paierait plus d'impôts parce que ça serait complètement dérégulé. Ça serait une politique où les entreprises, il y aurait une dynamique entrepreneuriale absolument exceptionnelle parce qu'on ferait tout pour l'entreprise. Voilà. Oui, mais de là à qualifier Jean-Marc Pujol de politique de gauche, il ne faut pas déconner non plus. Mais c'est juste une politique de quoi? Mais de droite extrême? Justement, le problème, c'est que il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de boussole à un moment donné. Je ne peux pas la qualifier. Donc, moi, ce que j'ai envie de... C'est la politique à vue de nez, à piste de nas, comme on dit. Mais c'est surtout une politique injuste. Ouais. C'est une politique où, quand on habite au Vernet, on n'est pas traité de la même manière qu'en centre-ville. Et on peut m'expliquer ce qu'on veut, c'est une réalité. C'est ça, de droite. C'est une politique où l'affectation des moyens financiers n'est pas fait en fonction de critères d'efficacité, mais en fonction de clientélisme. De clientélisme locaux, etc., etc. Donc tout ça, l'objectif est plus de se maintenir au pouvoir en conservant voilà, des avantages que l'on peut avoir, que de donner une nouvelle dynamique pour cette ville. Donc aujourd'hui, il faut sortir de là. Donc la question n'est pas de savoir complètement dans quelle case on va mettre les gens, c'est de savoir si à un moment on a envie de se rassembler avec une personnalité en capacité de rompre avec cette dynamique-là. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Premier point essentiel, il faut être libre. C'est tout. Quand on vit de la politique, on n'est pas libre. Mais est-ce qu'il faut avoir des moyens financiers personnels pour être libre? Il faut avoir une indépendance financière personnelle pour être libre. Voilà, c'est une contrainte. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, ma vie, mon avenir, il ne dépend pas de la politique. Et je tiens à ce que ça reste comme ça. Du coup, est-ce que il n'y a que les riches qui peuvent faire de la politique? Je t'accuse pas d'être riche, mais tu as un minimum syndical qui te permet d'être indépendante. Et du coup, on n'est pas en démocratie, on n'est qu'en démocratie censitaire. Pas complètement, parce que moi j'ai une équipe avec moi. Et c'est aussi parce que cette équipe m'accompagne, que j'ai des gens convaincus et que j'ai des gens convaincus qu'on y arrivera parce qu'on est libre et indépendant. Et ils ont intérêt à l'être eux aussi, que ça fonctionne. Donc c'est pas juste moi. C'est sûr que si j'avais pas une situation personnelle privilégiée, je n'aurais pas pu pendant 10 ans faire ce que j'ai fait en politique. Et ça c'est dommage. Voilà. Mais en même temps, je l'ai pas fait toute seule. Et autour de moi, il y a plein de gens qui contribuent de façon bénévole, sans moyens, et qui sont là parce qu'ils ont des convictions et qu'ils ont envie que ça marche pour cette ville. Mais aujourd'hui, pour faire de la politique à Perpignan, il faut être libre, parce que c'est une ville où on exerce des pressions, c'est une ville où si on a un boulot qui dépend d'une force ou d'une autre, on peut le perdre parce qu'on va s'engager en politique. Donc effectivement, c'est un frein à l'engagement politique qui est loin d'être négligeable.
Mais du reste, on le voit dans les personnes qui peuvent s'engager politiquement. C'est quand même notable de ce point de vue-là. Clotilde Ricouille, merci. À bientôt.